Imaginez un peu le tableau. Un anesthésiste réanimateur, un homme de science pure et dure qui passe sa vie à la frontière entre la vie et la mort. C'est l'histoire du docteur Jean-Jacques Charbonnier. Et pendant des décennies, au cœur de son bloc opératoire, il a été témoin de phénomènes qui défiaient tout ce qu'on lui avait appris. Et tout part de cette question. La question qui a vraiment tout déclenché. Comment est-ce possible que des patients avec un cerveau qu'on sait cliniquement éteint puissent décrire des scènes avec une telle précision, parfois même à des kilomètres de là? Franchement, d'un point de vue médical classique, ça n'a juste aucun sens. Et attention, ce n'était pas juste une impression, non, il a mis des chiffres là-dessus. Il a découvert que 4% de ces patients en coma profond rapportaient ces fameuses expériences de sortie de corps. Des expériences précises et surtout vérifiables. Ce n'était plus une simple anecdote, mais bien une tendance statistique qui, pour lui, exigeait une enquête sérieuse. Et ça, c'est un point vraiment essentiel à comprendre. Son approche, au départ, elle n'est pas du tout spirituelle, elle est purement scientifique. Pour lui, face à une anomalie, un vrai chercheur ne la balaye pas sous le tapis juste parce qu'elle ne colle pas au modèle. Non, il imagine une nouvelle hypothèse capable de l'expliquer. Alors, voilà, plongeons un peu dans le contexte. Au cœur de son travail en réanimation, le docteur Charbonnier a commencé à compiler patiemment des observations qui semblaient contredire les fondements mêmes de la neurologie. Et voici les données qu'il a recueillies. Ce qui est fascinant sur ce graphique, c'est la comparaison. Seulement 2% sous anesthésie générale, 4% en coma profond, mais entre 12 et 18% lors d'un arrêt cardiaque, c'est-à-dire au moment précis où l'activité cérébrale est censée être nulle. Alors la question se pose, comment c'est possible si la conscience est uniquement produite par le cerveau? Son expérience de réanimateur l'a même poussé à carrément redéfinir le vocabulaire. Pour lui, le terme « mort imminente », c'est incorrect. Grâce au progrès de la ressuscitation, un mot qu'il a d'ailleurs contribué à populariser, les patients ne font plus que frôler la mort, ils en reviennent. Il a donc forgé un nouveau terme, l'expérience de mort provisoire. Face à ces données pour le moins troublantes, il a fait ce que tout scientifique ferait. Il a tenté d'élaborer une théorie. Une théorie radicale, oui, mais qui pourrait expliquer comment la conscience peut non seulement fonctionner, mais même être améliorée quand le cerveau est hors service. Il a donc proposé ce modèle de double conscience. D'un côté, il y aurait la conscience analytique cérébrale, la CAC. Ça, c'est notre cerveau de tous les jours, le senseur, qui analyse, qui rationalise à partir de nos 5 sens. Et de l'autre, la conscience intuitive extraneuronale, la CI. Une conscience bien plus vaste, immatérielle, notre connexion à un champ d'information qui dépasse nos sens. En temps normal, la CAC, notre senseur, filtre et bloque la CI. Le défi, c'était donc de trouver un moyen d'accéder à cette fameuse IEI, mais intentionnellement, sans avoir à provoquer un arrêt cardiaque bien sûr. La solution lui serait apparue dans un avion, l'hypnose. Et c'est comme ça qu'il a développé une technique qu'il a baptisée la transcommunication hypnotique, ou TCH. L'objectif de la TCH est, en théorie, assez simple. Utiliser un état d'hypnose profonde pour calmer le senseur analytique, la CAC, et permettre à la connexion intuitive, la CIE, de s'exprimer librement. C'est un outil pratique qu'il a bâti sur son modèle théorique. Et les résultats qu'il rapporte sont stupéfiants. Prenez ce témoignage. Sous hypnose, une participante décrit un homme qu'elle ne connaît absolument pas. À côté d'elle, son compagnon devient tout pâle. La description correspond parfaitement à son frère, décédé des années plus tôt, jusqu'au détail d'un poster commémoratif que cette femme n'avait jamais pu voir. D'où venait cette info? Ou cette autre anecdote qui est presque comique. Une dentiste, sous hypnose, voit son mari, qu'elle sait être un piètre bricoleur, en train d'inonder leur salon en essayant de réparer un radiateur. Une vision totalement absurde. Sauf qu'en rentrant chez elle, que trouve-t-elle? Son mari, clé à molette à la main, au milieu du désastre qu'il venait de provoquer. Une vision à distance, vérifiée en temps réel. Le travail du docteur Charbonnier a alors pris une toute autre dimension. La question suivante était logique. Si, selon sa théorie, on peut contacter la conscience d'individus, est-ce qu'on pourrait se connecter au champ d'information, à la mémoire des lieux eux-mêmes? Il a donc développé ce qu'il a appelé le concept HI. L'idée, c'est d'utiliser un protocole d'hypnose spécifique, mais cette fois sur des sites historiques pour tenter de s'immerger dans leur mémoire, pour essayer d'accéder à l'information qui y serait stockée. Et les résultats qu'il rapporte de son premier voyage en Grèce sont incroyables. À Torikos, plusieurs participants auraient eu des visions collectives de sacrifices humains horribles, inconnus des historiens. Sur la colline de l'Apnix, ils auraient vu un grand incendie qui s'est réellement déclaré des semaines plus tard. Et à Olympie, ils ont décrit des scènes d'athlètes nus, de femmes esclaves, des détails historiques très précis que la plupart ignoraient.
Mais le point culminant de ces explorations aurait eu lieu en Égypte. Seul, dans le silence de la chambre du roi de la Grande Pyramide, il raconte avoir entendu un message télépathique d'une clarté absolue. Enfin te voilà. Une communication directe, non pas d'une entité, mais de ce qu'il a perçu comme la conscience même du lieu. Fort de toutes ces expériences, il a alors cherché à développer l'application la plus avancée de son travail, une technique thérapeutique qu'il a conçue pour une guérison, disons, en profondeur. C'est ce qu'il a appelé la programmation cellulaire hypnotique, ou PCH. Le processus qu'il décrit se déroule en 2 étapes assez simples. D'abord, la déprogrammation, identifier et libérer les informations traumatiques, qu'elles viennent de cette vie, de vie antérieure ou même des lignées ancestrales. Ensuite, la reprogrammation, remplir cet espace libéré avec des énergies et des informations positives et curatives. Et selon lui, ça peut donner des résultats spectaculaires. Par exemple, ce cas qu'il a documenté, une femme qui souffrait d'endométriose chronique sévère. Pendant une séance, son mari, également sous hypnose, a la vision d'un ruban noir qu'il retire symboliquement de l'abdomen de sa femme. Le résultat rapporté, disparition totale des douleurs, arrêt des traitements et une nouvelle grossesse que le couple croyait impossible. Évidemment, un parcours comme celui-là, de la réanimation à l'exploration de la conscience, ça a inévitablement créé un conflit avec le monde médical établi. Ces méthodes, jugées non conventionnelles, ont attiré l'attention des autorités. Il a fait face à des enquêtes et a finalement été suspendu de l'exercice de la médecine pendant 3 ans. Le prix à payer pour avoir suivi ces données là où elles le menaient était, on peut le dire, élevé. Et c'est là le point de bascule de son histoire. Après sa suspension, il aurait pu reprendre son métier. Il a choisi de ne pas le faire. Il a rendu sa blouse pour se consacrer pleinement à cette nouvelle voie, achevant sa transformation de médecin sceptique en pionnier de la conscience. Et tout ce parcours nous laisse avec une question, vertigineuse. Toute cette exploration repose sur une prémisse. La conscience n'est pas une création du cerveau, mais quelque chose que le cerveau reçoit et filtre. Si cette hypothèse était vraie, alors qu'est-ce que ça signifierait pour nous? Quelles seraient les véritables limites de ce qu'on peut percevoir, savoir et même guérir?